La transfusion sanguine, un pilier de la médecine moderne. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur cet acte vital qui sauve des millions de vies chaque année. Comprendre ses mécanismes, ses indications, mais aussi les défis qu'elle représente. C'est un sujet fascinant, complexe, et absolument essentiel pour tout praticien ou chercheur. Accrochez-vous, car nous allons décortiquer ensemble les secrets de ce don du sang. La transfusion sanguine est l'administration de sang total ou de l'un de ses composants. Ce sang provient d'un sujet sain, que nous appelons le donneur, et est administré à un sujet malade, le receveur. C'est une procédure médicale essentielle pour compenser des manques ou rétablir certaines fonctions vitales, comme l'illustre bien l'image. Le but fondamental de la transfusion est d'apporter au patient le constituant sanguin qui lui manque. On distingue deux grandes familles de produits. D'abord, les dérivés sanguins labiles, comme les globules rouges pour l'oxygénation, les plaquettes pour l'hémostase et le plasma pour ses protéines. Ensuite, les dérivés sanguins stables, qui incluent des molécules spécifiques comme l'albumine, les facteurs de coagulation concentrés et les immunoglobulines. L'objectif est toujours de compenser une déficience précise pour rétablir une fonction vitale. Les principes des transfusions sont clairs. C'est avant tout un traitement substitutif, administré uniquement en cas de nécessité médicale absolue. Mais au-delà de l'acte technique, il repose sur une éthique fondamentale du don de sang, il doit être bénévole, anonyme pour protéger chacun, et gratuit, affirmant sa nature altruiste et non commerciale. C'est une chaîne de solidarité humaine essentielle. Ces schémas illustrent parfaitement les règles de compatibilité du système ABO, crucial pour les transfusions. À gauche, pour les globules rouges, le groupe O est le donneur universel, pouvant donner à tous, tandis que le groupe AB est le receveur universel. À droite, pour le plasma sanguin, la logique s'inverse, le groupe AB devient le receveur universel, capable de recevoir le plasma de tous les groupes. Comprendre ces différences est fondamental pour la sécurité transfusionnelle. Les produits sanguins, un sujet capital en médecine. La transfusion de ces produits est encadrée par des règles de bonne pratique extrêmement précises. Ces directives concernent l'intégralité du parcours, du recueil des dons, en passant par la préparation et la qualification biologique des produits, jusqu'à leur distribution et les modalités très spécifiques de leur utilisation. C'est cette rigueur à chaque étape qui garantit la sécurité et l'efficacité pour le patient. Recueil du don de sang. Le sang est toujours prélevé initialement sous forme de sang total. Mais, aujourd'hui, ce don subit un traitement crucial. Il est systématiquement déleucocyté, c'est-à-dire filtré pour en retirer les globules blancs. Puis, ce sang est fractionné en ses différents composants essentiels, les concentrés de globules rouges, les concentrés de plaquettes, et le plasma. Cette méthode moderne permet d'obtenir des produits sanguins spécifiques, adaptés précisément aux besoins des patients. Le don de sang est encadré, l'âge du donneur va de la majorité à 65 ans. Il subit un interrogatoire, un examen médical et des analyses obligatoires pour dépister syphilis, hépatite B, C et VIH. On prélève entre 400 et 500 ml de sang, conservé ensuite dans des poches avec anticoagulants, entre 2 et 8 degrés pendant 30 jours. C'est un processus rigoureux pour garantir la sécurité et l'efficacité de ce geste essentiel. Produits sanguins labiles. Ici, vous voyez les composants essentiels obtenus après un don de sang. À droite, les concentrés de globules rouges, comme cette poche de groupe O+. Au centre et à gauche, le plasma et les concentrés de plaquettes, qui apparaissent jaunâtres. Ces produits sont dits labiles car leur durée de vie est très courte, exigeant une conservation ultra spécifique. Ils sont vitaux pour la transfusion et les patients. Caractéristique générale des PSL, retenez qu'il s'agit de produits d'origine humaine, toujours issus d'un don de sang total. Leur durée de conservation est limitée et, bien sûr, ils sont soumis à des règles strictes de compatibilité sanguine. N'oublions jamais le risque résiduel, même infime, de transmission virale. Ce sont des éléments clés pour toute manipulation sécurisée des PSL. La séparation des produits sanguins labiles, les PSL, est essentielle. Après le prélèvement de sang total, nous utilisons la centrifugation, illustrée ici, pour diviser le sang en ses composants. Le sang, dans des poches, est centrifugé à haute vitesse. Cette force sépare le plasma en surface du culot globulaire, riche en cellules, au fond, comme on le voit dans le tube à essai. Chaque composant est ensuite isolé pour des usages thérapeutiques spécifiques, optimisant chaque don. PSL, ou produits sanguins labiles, c'est nos composants sanguins. Ici, nous plongeons au cœur de la déleucocytation,
un processus vital. Il s'agit d'éliminer les leucocytes, les globules blancs, des dons de sang. Pourquoi cet effort? Pour réduire drastiquement les réactions transfusionnelles indésirables et limiter la transmission de certains agents pathogènes. Vous voyez ces lignes de filtration à l'œuvre, purifiant chaque unité. C'est la garantie d'une sécurité maximale pour chaque patient transfusé. Le concentré de globules rouges, ou CGR, est préparé en extrayant le plasma riche en plaquettes d'une unité de sang totale. Ses indications principales sont les anémies aiguës ou chroniques, particulièrement quand l'hémoglobine chute sous 7 grammes. Retenez bien qu'une seule unité de CGR peut augmenter l'hémoglobine d'1 gramme par décilitre chez l'adulte et de 2 grammes chez l'enfant. C'est crucial pour la transfusion. Qualification, CGR phénotypé. Nous sélectionnons des concentrés de globules rouges dont les antigènes Rhesus et KLD, C, E, C, E et K sont précisément connus. Le principe est simple, éviter tout antigène étranger au receveur pour prévenir l'immunisation. C'est fondamental pour les patients polytransfusés, afin d'éviter la formation d'anticorps, et absolument crucial pour les femmes en période de procréation, pour prévenir des complications obstétricales. Transformation en CGR déplasmatisé, c'est la procédure de lavage en eau physiologique. Les indications sont très précises, nous l'utilisons pour les patients présentant une intolérance avérée aux protéines plasmatiques. C'est essentiel, surtout s'ils ont des antécédents d'accidents transfusionnels graves comme l'urticaire géante, un choc anaphylactique ou même un édème de Quinque. Une sécurité indispensable. Le concentré de plaquettes s'obtient soit par cytaphérèse d'un donneur unique, soit d'une unité de sang totale. Sa conservation est très stricte, 5 jours, entre 20 et 24 degrés Celsius, sous agitation continue. Deux types existent. Le standard, issu de sang total, contient plus de 0,375 x 10 puissance 11 plaquettes dans 60 ml. Le concentré d'aphérèse, lui, est beaucoup plus riche, avec 2 à 8 fois 10 puissance 11 plaquettes dans 2 cents à 650 ml, offrant un apport thérapeutique supérieur. Transfusion des concentrés de plaquettes, la compatibilité ABO est souhaitable mais RHD n'est pas obligatoire. Les indications majeures sont les thrombopénies centrales, avec un seuil de moins de 20 000 en médecine ou 50 000 en chirurgie, et les thrombopathies avec syndrome hémorragique. La posologie standard est d'un CPS pour 7 kg de poids, ou un CPA 1 à 2 fois par semaine. Le plasma frais congelé, ou PFC, c'est une unité de 200 ml. On le conserve précieusement 1 an à moins 25 degrés Celsius. La décongélation se fait au centre de transfusion sanguine et attention, la transfusion doit impérativement avoir lieu dans les 6 heures qui suivent pour garantir son efficacité maximale. C'est un produit clé, vital en réanimation. Le plasma frais congelé, essentiel en hématologie, a des indications précises. Il est utilisé en cas de CIVD, notamment lié au cancer ou à une sepsis. Il est vital lors d'hémorragies massives avec effondrement de tous les facteurs de coagulation. Nous l'employons aussi pour les déficits en facteurs de coagulation si les fractions stables ne sont pas disponibles, et bien sûr, pour les échanges plasmatiques, la plasmaphérèse. Produits sanguins stables, retenez l'essentiel. Les concentrés de facteur 8 sont pour l'hémophilie A, ceux de facteur 9 pour l'hémophilie B. Clair, n'est-ce pas? L'albumine, à 4 ou 20%, est indiquée pour restaurer la pression oncotique lors de brûlures étendues ou d'insuffisance hépatique. Elle est aussi utilisée pour les ponctions d'acide itératives. Ces indications sont à connaître impérativement. Produits sanguins stables. Ici, nous nous concentrons sur les immunoglobulines, des éléments essentiels en thérapeutique. Les immunoglobulines polyvalentes sont utilisées dans les déficits immunitaires, comme les hypogammaglobulinémies, mais aussi pour traiter certaines conditions auto-immunes telles que le purpura thrombopénique idiopathique. En revanche, les immunoglobulines spécifiques ont un rôle très ciblé, par exemple, pour prévenir l'immunisation RH chez la mère, grâce aux gamma-globulines anti-D. C'est un point crucial en hémovigilance. Bilan pré-transfusionnel, c'est l'étape absolument cruciale pour la sécurité de nos patients. Avant toute transfusion, nous réalisons systématiquement un groupage sanguin ABO et Rhesus-D. Le phénotypage, lui, sera effectué uniquement si le contexte clinique l'exige. Et surtout, n'oubliez jamais la recherche d'agglutinines irrégulières, la RAI. Elle doit impérativement dater de moins de 72 heures au moment de l'acte transfusionnel. C'est notre bouclier protecteur contre les réactions hémolytiques. Prescription de la transfusion. Pour toute demande nominative, il est crucial d'inclure l'identification complète du patient, du service et du médecin.
N'oubliez pas de spécifier l'indication claire de la transfusion, la nature précise des produits sanguins demandés avec ou sans transformation, leur qualification et la quantité exacte de concentré. Enfin, la carte de groupage valide doit impérativement être jointe à la demande. C'est la base d'une transfusion sécurisée et conforme. La transfusion doit être réalisée dans les 6 heures suivant la réception du produit. C'est une règle d'or. Ensuite, les vérifications pré-transfusionnelles ultimes au lit du patient sont absolument critiques. Vous devez contrôler la concordance des identités entre la demande, la carte de groupage et le patient, ainsi que les groupes sanguins sur la carte et la poche. Enfin, un test ultime de compatibilité ABO sur l'âme est indispensable. La surveillance post-transfusionnelle est cruciale. Elle comprend d'abord le suivi du rendement transfusionnel via une NFS pour s'assurer de l'efficacité. Ensuite, nous surveillons les accidents, qu'ils soient immédiats comme l'hémolyse ou différés, incluant les infections et l'allo-immunisation. Enfin, n'oublions pas les complications à long terme, notamment la surcharge en fer et les infections virales comme le VIH, le VHC et le VHB. C'est un suivi complet pour la sécurité du patient. Complications de la transfusion sanguine, un chapitre absolument fondamental pour comprendre les défis liés à cet acte thérapeutique vital. Si la transfusion sauve des vies, elle n'est pas exempte de risques. Nous allons décortiquer ensemble les différentes complications, qu'elles soient aiguës ou retardées, d'origine immunologique ou non. L'objectif est de maîtriser ces aspects pour toujours garantir la sécurité de nos patients. C'est parti pour une analyse pointue et pratique. Accidents immédiats. Nous abordons ici l'accident hémolytique aigu par incompatibilité ABO. C'est un risque transfusionnel majeur, potentiellement mortel. Cliniquement, les signes apparaissent dès le début de la transfusion, attendez-vous à des frissons, une sensation de malaise, des douleurs lombaires. Attention à l'état de choc avec hypotension et tachycardie. Surveillez aussi l'ictère et l'oligurie, souvent associés à une hémoglobinurie. Une reconnaissance rapide de ces symptômes est absolument cruciale pour la survie du patient. Conduite à tenir face à cette situation critique, elle est claire et demande une réaction immédiate. La première étape, absolument non négociable, c'est l'arrêt de la transfusion. C'est fondamental. Ensuite, il est impératif de traiter le choc. Cela passe par un remplissage vasculaire efficace, l'apport rapide de sang compatible, et le maintien rigoureux de la diurèse grâce au diurétique. Une prise en charge dynamique et rapide est essentielle pour la survie du patient. Le choc toxi-infectieux immédiat est un accident grave, principalement dû à la prolifération microbienne lors de la conservation sanguine. Cliniquement, il se manifeste dès les premières minutes par des frissons intenses, une hyperthermie, une pâleur livide, des douleurs abdominales violentes avec diarrhée et vomissements. Rapidement, on observe une hypotension évoluant vers le collapsus et l'oligoanurie, nécessitant une prise en charge urgente. Conduite à tenir face à une complication transfusionnelle claire et urgente. Premièrement, c'est l'arrêt immédiat de la transfusion. Ensuite, on se focalise sur la stabilisation du patient en luttant activement contre le choc et toute infection potentielle. Enfin, une investigation microbiologique est cruciale, analyse de la poche de sang et hémoculture chez le patient pour identifier la cause et adapter la prise en charge. Ces 3 étapes sont fondamentales pour la sécurité et le rétablissement du patient. Syndrome frisson hyperthermie concerne tous les produits sanguins labiles et survient en cours ou fin de transfusion. Parmi les causes possibles, on trouve l'incompatibilité leucoplaquettaire, les anticorps anti-érythrocytaires ou une contamination bactérienne mineure, mais l'étiologie reste très souvent inconnue. La conduite à tenir est claire, injecter des corticoïdes et des antipyrétiques. Une réaction fréquente qu'il faut savoir gérer. Intolérance aux protéines plasmatiques. Cette condition est due à la présence simultanée d'un allergène et de son anticorps. Elle provoque souvent des réactions allergiques cutanées et bénignes, mais soyez vigilants, des accidents graves comme l'édème de Quinque ou le choc anaphylactique peuvent survenir exceptionnellement. La conduite à tenir est d'injecter des antihistaminiques ou des corticoïdes. Pour la prévention, la transfusion de globules rouges lavés est essentielle. Accidents retardés post-transfusionnels sont des complications qui peuvent apparaître des jours ou des semaines après. Retenez principalement l'hémolyse intratissulaire, se manifestant parfois par un ictère du lendemain. Il y a aussi l'inefficacité transfusionnelle, lorsque la greffe n'apporte pas le bénéfice attendu. Mais surtout, gardez en tête le risque, bien que rare grâce à nos contrôles, de transmission d'agents infectieux comme le VIH, les hépatites virales ou certaines parasitoses. Une vigilance essentielle. Accident de surcharge.
4 risques majeurs à maîtriser. La surcharge volumique peut rapidement entraîner un édème aigu du poumon, exigeant une vigilance constante. Une surcharge en citrate, notamment lors de transfusions massives, expose à l'hypocalcémie, avec ses conséquences. L'hyperkaliémie post-transfusionnelle est également un déséquilibre électrolytique aigu à anticiper. Enfin, l'accumulation chronique de fer peut provoquer une hémosidérose ou une hémochromatose. Ces points sont cruciaux pour votre pratique clinique. Le sang et ses produits sont des moyens thérapeutiques irremplaçables, c'est une certitude. Mais attention, vous devez impérativement respecter leurs indications et savoir prévenir les complications. Surtout, retenez bien ceci, la transfusion est un acte médical qui engage pleinement la responsabilité, notamment pénale, du médecin prescripteur et de l'infirmier réalisateur. Chaque geste compte.